Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé à Hollywood ces dernières années. Surprised to see me? I accept that. He's alive, Obi-Wan. He almost tasted that. Num 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 num, eat it up. Go play okay, 3, 2, 1. You know I'm the hottest, you ain't. J'espère au moins ne pas être le seul à penser que quelque chose a régressé dans les superproductions hollywoodiennes, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et aujourd'hui j'aimerais analyser ce qu'est devenu Hollywood ces dernières années. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, les films coûtent de plus en plus cher. Alors certes, l'inflation y joue pour beaucoup, mais il y a quand même une course de qui a la plus grosse entre chaque gros blockbuster qui expose fièrement son gros budget afin de faire trembler la concurrence. Aujourd'hui, on constate que les industries évitent d'étaler leur budget et vont jusqu'à cacher leur coût marketing pour une raison très simple. Les blockbusters marchent moins bien qu'avant. Il n'est donc pas très vendeur d'afficher fièrement le budget de, par exemple, La Petite Sirène, pour que les gens remarquent par la suite qu'il n'a pas été rentable. C'était intéressant avant d'afficher son budget lorsqu'on voyait que les gros blockbusters se dépassaient à chaque fois le milliard. Et ce phénomène est trouvable dans tout un tas de films, notamment du côté de Disney avec des flops commerciaux comme celui d'Indiana Jones 5. Mais au-delà du fait que ces œuvres coûtent une fortune et ne rapportent pas grand chose, l'autre élément qui me choque, c'est que malgré le budget faramineux, ces films ont l'air de s'être totalement paumés artistiquement, ce qui selon moi explique cette accumulation de bides. Alors petite précision, pour cette vidéo, quand je parle d'Hollywood, j'inclus également les séries, étant donné qu'elles ont pour la plupart un budget semblable, voire supérieur à certains films hollywoodiens de l'époque, en prenant en compte bien sûr l'inflation. Mais avant d'entamer le sujet, il est important de revenir sur quelque chose. Je vous ai déjà parlé de mon site Plottime. Eh bien sachez que ce dernier a été amélioré depuis la dernière fois. Souvenez-vous, j'ai réussi à créer ce site seul sans l'aide de personne. Non seulement ça a été très rapide, mais en plus je l'ai fait gratuitement. C'est mon partenaire Odoo qui m'a permis ça. Ce logiciel vous permet de vous créer un site web gratuitement car la première application est offerte à vie et ce avec un hébergement et support inclus en illimité. Vous avez même la possibilité de personnaliser votre nom de domaine la première année. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, c'est vraiment très rapide. Vous glissez, déposez et personnalisez chaque bloc, ajoutez du contenu comme des images, du texte, des vidéos et bien d'autres. Vous avez même des fonctionnalités telles que des animations sur les blocs et pourquoi pas changer la typographie, les couleurs ou les formes des images. Aujourd'hui, l'IA est disponible dans Odoo, ce qui signifie que même si vous n'avez pas d'idée, ChatGPT peut désormais vous aider à générer des textes ou en reformuler une partie. Relax, pas besoin de compétences techniques particulières pour développer votre propre site. Odoo est en réalité un logiciel d'entreprise qui propose une multitude d'applications. Si vous êtes entrepreneur, il peut vous faciliter par exemple la gestion de votre e-commerce, de votre inventaire, de votre compatibilité et bien plus encore. L'offre ne sera payante que lorsque vous choisirez un nouveau module. Bref, le lien se trouve en dessous de cette vidéo, en description ou encore en commentaire épinglé, donc ne passez surtout pas à côté. Revenons-en au sujet principal sur les œuvres qui, selon moi, se sont perdues visuellement. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, les productions hollywoodiennes coûtent de plus en plus cher, mais apportent moins de valeur sur le plan artistique. Parce que oui, l'argent ne fait pas tout et je pense qu'on est tous bien placés pour le savoir. Selon moi, le Hobbit commençait déjà à nous montrer les failles de cette désévolution. En effet, je trouve encore aujourd'hui la trilogie des Anneaux bien plus belle visuellement que celle des Hobbits. Bien mon affection pour cette dernière, je ne peux lui retirer ses défauts scénaristiques évidents, mais surtout visuellement. Et bien que les effets spéciaux du Hobbit restent une prouesse incroyable sur de nombreux aspects, notamment sur le rendu d'Azog, je ressens en parallèle le travail bâclé sur de nombreux plans, dû à une production féroce qui voulait absolument son film pour Noël. Et ce sur 3 années à la suite. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec tout un tas de problèmes visuels, notamment l'utilisation du fluide, mais alors totalement raté. Je suis encore traumatisé par toutes ces scènes avec l'or fondu, mais vraiment, l'animation ça marche pas. Ou même encore la surutilisation des fonds verts parfois visibles à l'œil nu. Je trouve le premier film passe. De toute façon, c'est mon préféré. Par contre, les deux autres, il y a vraiment cet aspect louis-boulguesque. Ça dégueule de numérique, de couleurs ultra saturées, c'est très bizarre. Et j'ai l'impression que cette saturation d'image est là pour servir de cache-misère. Il y a une surenchère de tout.
à croire que Warner avait imposé à Peter Jackson un quota précis de dépenses de budget pour s'assurer que le film soit vraiment impressionnant. Non seulement c'est souvent inutile, on pensera à la scène finale de la désolation de Smaug qui en fait des caisses, mais c'est aussi fatigant visuellement. Du côté de Disney, j'ai commencé à ressentir cette fatigue avec le film Solo. Non pas pour la qualité des effets spéciaux, mais bien pour son rendu gris, délavé, totalement déconnecté de l'univers de Star Wars. Et parfois on se retrouve avec l'exact opposé, comme Ant-Man 3, qui lui est au contraire bien trop coloré. Tout ceci ne sont que des exemples, mais ces exemples en disent long sur la façon dont on fait travailler les artistes. Récemment est sorti le trailer du Roi Lion, Mufasa, donc un film qui normalement se passe après la version live, le remake live action de Disney, donc de 2019 si je m'abuse. Et quand je vois ça, je me dis mais est-ce que des gens trouvent ça vraiment beau ? Vraiment? Alors certes la technique est réussie, mais artistiquement je veux dire. Vous trouvez ces rotations de caméra robotisées jolies? Vous trouvez ces animaux photoréalistes qui parlent sans expression vivants? Visuellement ça ne m'inspire absolument rien. Et même si le film est une prouesse technique et a coûté sûrement plus cher que la version originale, je suis désolé, cette version est une régression visuelle. Et c'est ça tout le problème, les gens ne savent pas faire la distinction entre une prouesse technique et une direction artistique. Par exemple, je suis l'un des seuls à trouver que le film Avatar était impeccable visuellement, mais vraiment irréprochable, et le 2 encore plus. Par contre, je le trouve artistiquement vu et revu, surtout après une prélogie Star Wars incroyable sur la forme. La prélogie Star Wars, même si des gens ne l'aiment pas, elle avait tout fait. C'est vraiment, on avait tout visité, c'était pétillant, vivant, on voyageait, c'est... voilà. Et alors, quand on passe de ça à Avatar, qui reste, Avatar a tout misé sur son aspect technique, c'est bien. J'avoue, techniquement, ça marche, mais le fait qu'un film mise tout sur ses effets spéciaux, pour au final avoir quelque chose d'esthétiquement moins poussé que la prélogie Star Wars, moi, ça m'avait déçu à l'époque. Mais évidemment, c'est complètement subjectif, et d'ailleurs, je ne vise absolument pas les films Avatar pour parler de cette fameuse régression artistique. Là, je préfère vraiment revenir aux exemples les plus flagrants ces dernières années, notamment le cas de Marvel et de DC. Pourquoi est-ce que c'est aussi laid esthétiquement? Quelle infamie! Où sont passées la nature et les forêts? Tout est laid! Il faut savoir que les sociétés comme Marvel achètent leurs effets spéciaux au plan, et ce parmi différentes boîtes. Ces signes qui n'ont absolument aucune organisation. Disons qu'ils jettent de l'argent à qui en veut et basta. Et vers la fin, ils se retrouvent à tout rafistoler de leur côté au montage, en dépensant encore plus d'argent pour réparer leurs erreurs. Ils avancent sans vraiment savoir où aller en se disant « c'est du fric, plus on en a, mieux c'est ». Et non. Plus tu as du pognon et moins tu sais comment t'en servir. Résultat des courses, les films n'ont absolument aucune vision artistique du début à la fin. On peut penser par exemple à la scène finale de Black Panther 2 qui se déroule sur un bateau. Vraiment c'est... waouh! Enfin artistiquement c'est pas ouf. Même le dernier film Spider-Man, la scène finale se déroule dans une espèce de bâtiment en construction. What the fuck? Au-delà du budget, il y a également les idées créatives qui entrent en jeu. Peut-être que la surenchère du film The Flash n'était pas une bonne idée. C'est moche. Ou encore peut-être que la future série The Acolyte n'était pas non plus une bonne idée. Mais ça, l'avenir nous le dira. Et vous savez, aujourd'hui, les excuses sont de moins en moins récurrentes. À l'époque, on avait eu le Covid en disant que oui, c'est compliqué de s'organiser avec le Covid. Ok. Mais tous ces arguments s'effondrent lorsqu'on sait que des contre-exemples existent. Comme par hasard, la série Andor, qui était le plus libre de ses mouvements, est selon moi la plus belle de toutes visuellement parmi les séries Star Wars. Les showrunners se concentrent sur l'écriture, sur le point de vue des personnages, et c'est par-dessus qu'on va ajouter des effets numériques si nécessaire. Ils ont emboîté leur projet dans l'ordre, et si le rendu est aussi saisissant, c'est surtout dû au fait que Disney leur a donné une plus grande liberté, n'ayant rien misé sur cette série. On espère juste que ça va se tenir sur la durée avec la saison 2. Nous remarquons qu'Ant-Man 3 a coûté légèrement plus cher que Dune 2, donc 200 millions contre 190 millions, et pourtant, et je pense que je n'ai pas besoin de vous le préciser, Dune 2 est plus beau et solide visuellement malgré sa durée plus longue. Entre la gestion de budget catastrophique dans la plupart des superproductions, dont la majorité met beaucoup d'énergie à respecter des quotas à droite à gauche, le résultat ne peut être que caduc. The Creator a coûté presque 3 fois moins cher que toutes ces fictions, et s'avère être plus beau et plus épique que tout le reste. Et ça, c'est simplement dû au fait que Gareth Edwards a fait sa carrière dans les effets numériques et sait parfaitement comment gérer son budget et dans quel ordre. Si toute l'industrie cinématographique n'était pas aussi hystérique, ils embaucheraient de véritables superviseurs pour organiser proprement la répartition de leur budget. Mais étant donné que cette industrie ne tourne qu'autour du plaisir rapide et que le public lui n'est pas très exigeant parce que oui, The Flash on en parle beaucoup mais en réalité les gens s'en foutent un petit peu, les gens s'en fichent un petit peu de savoir si oui ou non les effets spéciaux sont moches, et bien les superproductions continuent sur ce chemin. Or, comme vous avez pu le remarquer, ce chemin se casse les figures
figure depuis les récents bides. Ce qui fait que cette hystérie n'a plus lieu d'être. À vouloir toucher soleil, on finit inéluctablement par se brûler les ailes. Et pour donner un coup fatal parmi les contre-exemples, j'aimerais aborder le cas du règne animal. Et oui, je l'avoue, cette vidéo était aussi un prétexte pour vous parler de ce film que je trouve incroyable, que j'ai raté en 2023. Je l'ai vu très tardivement au cinéma tellement qu'il est resté longtemps, mais sachez que si je l'avais vu plus tôt, Day One, je l'aurais rangé sans aucune hésitation au tout premier rang de mon top 2023. Vraiment, je suis très triste d'avoir raté ce film. Pour faire simple, Le règne animal de Thomas Caillet est l'un des meilleurs films de SF que j'ai pu voir ces dernières années, avec Dune, et c'est français. Pas mal, non? C'est français. 5 prix bien mérités à la 49e cérémonie des Césars, meilleur son, meilleure musique, meilleur costume, meilleure photographie et meilleur effet visuel. 15 millions d'euros de budget estimé. Retenez ça. Nous sommes dans un futur proche où une étrange épidémie donne naissance à une vague de mutations qui transforme les humains en animaux. François, joué par Romain Duris, fait tout pour essayer d'avoir une vie normale avec son fils, alors que sa propre femme est touchée par cette maladie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti obligé de me murmurer à moi-même « Relax, c'est juste un film », tellement que j'ai été pris par ce dernier. C'est dingue, ça fait longtemps. Ce qui m'a terrifié, c'est que le film m'a mis face à toutes mes phobies. Par exemple, le regard des autres, l'anxiété, l'hypocondrie, la maladie incurable qui peut toucher absolument n'importe qui parce que dans ce film ce n'est pas contagieux si je me souviens bien, ou encore et surtout la solitude. C'est un film qui te présente l'acceptation de la solitude et l'affrontement de l'ennui de façon choc. Beaucoup se plaignent de la lenteur de ce long métrage lors de la seconde moitié, tout en oubliant le fait que cette lenteur est primordiale pour nous faire ressentir l'enfer que traverse le protagoniste. Un bon film n'est pas toujours censé être divertissant, en tout cas pour certaines scènes. Enfin, ce film m'a diverti, mais pas de la façon dont je l'imaginais. On conserve le mystère dès l'entrée sur ce que va nous raconter le film. C'est-à-dire que si vous êtes dans mon cas, si vous allez voir le film sans avoir vu la moindre bande-annonce ou même lu le pitch, eh bien, vous allez être surpris. Un drame avec un duo d'acteurs incroyable. J'ai toujours adoré les histoires de relations paternelles. Vous savez que les derniers God of War se sont grandement inspirés après le succès de The Last of Us, qui lui s'était déjà apprivoisé de ça depuis le film La Route au cinéma. Mais dans ce film, nous avons une démonstration de force entre un père qui a fait le deuil de sa femme en se jurant de protéger son fils. Et je pense très sincèrement que sans Romain Duris, le film n'aurait clairement pas cette qualité. Cet acteur m'avait déjà convaincu depuis bien longtemps dans des films comme Molière par exemple, que j'ai dû voir une dizaine de fois. Oui, le film n'est pas exceptionnel, mais la nostalgie y joue pour beaucoup. Mais dans Le règne animal, il est au maximum de ce qu'il pouvait donner, à tel point que j'étais obligé de me retenir de chialer plusieurs fois. Voir ce genre de film m'a redonné espoir en l'humanité, car il m'a prouvé qu'il est toujours possible de remettre l'art sur le devant de la scène malgré une mondialisation qui se charge de tout lisser, de tout uniformiser, de faire en sorte que tout se ressemble de façon aseptisée. Et pourtant, ce film ressemble déjà énormément à ce que le cinéma et la science-fiction avaient déjà fait par le passé. Mais la différence, c'est qu'il ne cherche jamais à le singer. Le règne animal est un film de genre parfait, car il reprend tous les codes de ce qui avait bien marché aux États-Unis, tout en conservant ce que la France sait faire de mieux. Encore une fois, le drame, et on repensera récemment au film Anatomie d'une chute. C'est clairement un film d'auteur français sur lequel on a eu besoin d'ajouter des effets spéciaux, et ce avec, comme je vous l'ai expliqué, un budget estimé à 15 millions d'euros, et croyez-moi, c'est vraiment pas cher pour le résultat qu'on nous propose, parce que vraiment, je trouve ce visuel incroyable. L'histoire nous a prouvé que moins un film coûte cher, plus un créateur va devoir minutieusement utiliser son budget. Les effets spéciaux de ce film sont utilisés au bon moment et non de façon abondante jusqu'à l'overdose, jusqu'à l'indigestion, au même titre que Godzilla X Kong, qui est le cas d'école parfait de la fiction qui s'est totalement perdu artistiquement. Utiliser ce procédé permet d'une part d'inciter le public à user de son imagination en utilisant la fameuse technique du hors-champ, mais également inciter les artistes à se concentrer 2 fois plus sur les effets spéciaux qui ne se résument plus qu'à quelques plans dans un seul film. Résultat des courses, nous avons un film plus immersif, plus joli que la plupart des blockbusters en pleine course du toujours plus. Vous savez, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est ce passage. Il y a un plan dans Le règne animal qui m'a particulièrement marqué. Ce plan, c'est celui-ci. C'est simple, clair, facile, pas cher, et ça en dit tellement long sur ce que cherche à nous raconter ce qui se passe dans la tête du protagoniste. Lorsqu'on a vu cette œuvre, on ressent immédiatement sur ce plan la solitude et l'ombre d'un passé oublié. L'image effrayante du deuil et de la vie après la mort.
c'est de l'art. Le règne animal ne met ses effets spéciaux uniquement qu'au service du scénario. Le réalisateur ne s'est pas dit « je vais faire un film avec des gens qui se transforment ». Il s'est plutôt dit « la métamorphose me permettra de raconter mon histoire sur le deuil, sur la famille, sur la solitude, etc. ». Le maquillage va également contribuer à cette immersion, et voilà, encore une fois, pas besoin d'en faire des tonnes quand quelque chose de moins cher et irremplaçable existe déjà. On ne va pas utiliser des effets spéciaux, par exemple, pour créer des vêtements. Flash l'a fait. Green Lantern l'avait fait. L'art de jeter de l'argent par les fenêtres. Et c'est justement ce trop-plein qui va finir par créer cette fissure. Une fissure où les artistes se retrouvent sous-payés à ne plus avoir le temps de rien faire. Par exemple, comme je vous l'ai déjà cité dans une autre vidéo, Ant-Man 3 en a déjà été victime. En effet, un plan a dû être corrigé le jour même de la première à Londres. C'est grave. Moi je trouve ça vraiment très grave. Pas besoin d'aller plus loin dans ma vidéo pour conclure, le dernier chapitre résume déjà tout. L'industrie devrait commencer par limiter son budget, non pas pour faire des économies, même si ça ne mange pas de pain, mais bien pour inciter les artistes à se concentrer sur de plus petites choses. Et surtout, mais pour l'amour du ciel, faites que les superproductions embauchent de véritables superviseurs, qui aient un contrôle total sur la gestion du budget, notamment au niveau des effets spéciaux. En conclusion, j'ajoute que tout ceci ne doit servir qu'à aider le créateur à exprimer son art, sans qu'on lui impose quoi que ce soit. On revient à la même chose à chaque fois, que ce soit pour cette histoire de quota, ou cette histoire d'effets spéciaux, de budget, ou n'importe quoi. Plus tu donnes de liberté aux artistes, plus tu garantis la qualité de ton produit. Et on le constate énormément avec les films de Denis Villeneuve, on voit bien que les producteurs lui font confiance, et c'est grâce à ça qu'on a eu des films comme Dune, et vraiment le fait de voir que Dune a dépassé la barre des 700 millions de dollars de recettes, mais ça me redonne tellement d'espoir, vous n'avez pas idée. Enfin, en gros, on va donner encore plus de liberté à Denis Villeneuve, et c'est génial, c'est génial. Nous voulons plus de films comme Dune, et moins de films comme The Marvels. Bon, ça je pense que vous l'avez compris. You serious? C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme à chaque fois, j'y porterai attention. N'oubliez pas également les liens dans le commentaire épinglé Odoo ou même mon Patreon plus bas pour ceux qui souhaitent écouter mes podcasts audio. Autrement, suivez-moi sur les réseaux en cliquant sur le lien Linktree ou encore abonnez-vous à ma chaîne, pour le coup, c'est gratuit. Sur ce, on se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.